Voilà, bienvenue pour cette session à l'initiative de l'École des hautes études en sciences sociales et à l'initiative en particulier de Nancy Green, qui est une historienne, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui a conçu cette séance en choisissant ce titre, La guerre des sexes est-elle économique, et aussi les intervenants. Alors je voudrais commencer tout de suite par excuser l'un d'entre eux, Romain Huret, qui est également historien, également directeur d'études à l'EHESS, qui est un peu hésitant devant des symptômes voilà, qui l'ont conduit à devoir annuler au dernier moment sa présence aujourd'hui. Mais je ne doute pas que Nancy ne le remplacera pas, mais pourra tenir des propos d'historienne sur des questions peut-être en partie que Romain avait prévu d'aborder, ou en tous les cas d'autres questions qui renvoient à cet intitulé « La guerre des sexes est-elle économique ?» Pour en parler avec nous aujourd'hui, Cecilia Garcia Peñalosa, qui est économiste et qui est également directrice d'études à l'EHESS, qui travaille sur des questions de développement, qui est l'un des champs de l'économie, mais qui travaille aussi sur les questions de genre et à la croisée de ces deux thématiques en particulier. Et puis une sociologue, Sophie Pochic, qui elle n'est pas enseignante à l'EHESS, même si j'imagine qu'elle y intervient souvent, mais qui est directrice de recherche au CNRS, et qui est une sociologue qui travaille sur le travail, qui travaille sur l'emploi depuis longtemps, et également sur les questions de genre et sur la rencontre entre ces deux domaines. L'une et l'autre, vous travaillez sur des questions notamment de discrimination, sur lesquelles on sera amené à revenir. Alors, je ne veux pas parler à la place de Nancy, mais j'imagine, enfin c'est ce que je me suis dit, que si d'une part elle avait choisi ce thème et d'autre part choisi ce panel de cette façon, c'est que ça répondait à une logique, à des préoccupations. La première des logiques qui renvoie à la composition du panel, c'est de dire on a beau être dans le printemps de l'économie, en fait l'économie est une science sociale, et ce que le SESS peut proposer avec cette table ronde, c'est précisément de croiser les points de vue d'historiens, de sociologues et d'économistes, et de rappeler au fond ce que ces disciplines peuvent avoir en commun, et en tous les cas tout l'intérêt qu'il y a à les faire travailler ensemble, dialoguer ensemble. C'est peut-être l'une des spécificités. L'autre chose, je pense peut-être, mais c'est une hypothèse que Nancy avait derrière la tête en proposant cet intitulé, c'était peut-être de se dire que, au fond, aujourd'hui, si l'on employait simplement la première partie du terme, la guerre des sexes, spontanément, vous qui nous écoutez, vous penseriez à autre chose. Vous penseriez à d'autres manières de penser la question féministe, telle qu'elle s'inscrit depuis quelques mois, quelques années dans le débat public, et qui renvoie à d'autres problématiques, et qui a eu peut-être pour effet de jeter une sorte de voile sur un travail plus profond et qui touche à cette question des inégalités économiques et sociales sur lesquelles des efforts ont porté depuis un certain nombre d'années, mais que je trouve un petit peu invisibilisé dans l'espace public ces derniers temps, en fait, parce qu'on ne peut pas parler de tout et que se posent des problèmes de place, de choix, et que ce sont d'autres choix qui sont faits. Donc je pense qu'il y avait là, mais peut-être tu le confirmeras, une intention de revenir à ces questions un peu socles, un peu fondamentales, et je pense qu'on va profiter de cette table ronde peut-être pour rappeler un certain nombre de choses que l'on sait, un certain nombre de données qui sont le produit d'enquêtes et qui donnent à voir, à prendre toute la mesure des inégalités qui concernent ces différences entre les hommes et les femmes dans le domaine de l'économie, et plus peut-être spécifiquement dans celui du travail. Je vous propose de commencer, Cécilia. Je précise qu'on va discuter pendant 3 quarts d'heure, et que par la suite, vous pourrez bien entendu envoyer des questions que je reprendrai de façon à ce que les invités puissent répondre. Peut-être Cecilia Garcia Peñalosa, vous pouvez commencer. Donc, merci déjà pour l'invitation aux organisateurs. Donc, je vais commencer un peu avec une perspective large vers où l'économie se dirige quand on parle de genre. Donc, invité par une historienne, il fallait que je trouve quelques données un peu anciennes. Donc, voici des courbes du taux d'emploi des femmes
à partir du 19e aux États-Unis et en France. Et donc la première chose qu'on voit dans ces données est que malgré des expériences très différentes, les dernières années du XXe siècle ont été caractérisées par une augmentation massive de la participation des femmes dans les marchés du travail. L'autre phénomène qu'on a vu à la fin du XXe siècle et continue bien sûr aujourd'hui, c'est la participation des femmes dans l'enseignement supérieur. Donc ici, on a le cas de la France, ce sont les taux d'inscription. Oui, moi je suis ici. Est-ce que... Donc, super, merci. Donc, les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur, ça c'est un phénomène qu'on voit partout dans les pays à haut revenu. Il y a de plus en plus de femmes qui sont formées dans tout type de métiers et aujourd'hui, dans plusieurs pays, dont la France, les taux d'inscription dans l'enseignement supérieur est supérieur pour les femmes que pour les hommes. Dans ces contextes, néanmoins, on continue à trouver des énormes différences dans les revenus des deux groupes. Aux États-Unis, l'écart mensuel dans les revenus salariaux entre hommes et femmes est de 25%, très proche de ce qu'on trouve en France aujourd'hui, 24,5%. Donc, ce que nous avons ici, c'est une décomposition qui nous aide à comprendre un petit peu d'où viennent ces différences. On a d'un côté une grosse partie qui vient du fait que les femmes travaillent moins et souvent à temps partiel. Et donc, sur nos 24 points d'écart, il y a presque 11 qui sont expliqués par les différences dans les heures de travail formelles que les femmes font dans les marchés par rapport aux hommes. Il y a une deuxième partie qui vient d'autres facteurs moins traditionnels. On divise cette partie entre ce qu'on appelle l'écart expliqué et l'écart non expliqué. Dans l'écart expliqué, il y a des facteurs qui ont été traditionnellement examinés par les économistes. Un, c'est l'éducation. Là, il y a une différence aujourd'hui en France, mais cette différence est favorable aux femmes. Les femmes qui travaillent en France aujourd'hui sont plus formées que les hommes qui travaillent aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, on a quelque chose qui devrait réduire l'écart salarial, mais c'est compensé en défaveur des femmes par la ségrégation par secteur et poste. Les femmes travaillent dans des secteurs moins rémunérés, les soins à la personne, la santé, l'éducation, et bien sûr par les différences des postes. Dans ce même secteur, les femmes ont tendance à avoir des postes à moins responsabilité que les hommes. Et donc, toute cette partie ensemble est plus ou moins un quart de la différence. Et il nous reste quand même un écart important qu'on appelle l'écart non expliqué. Je devrais dire ici que même si cette partie semble assez élevée, 6 points pourcentuels, ces données sont des données de l'enquête emploi, donc relativement grossières par rapport à la définition des secteurs et postes. Et une grande partie de cet écart non expliqué disparaît une fois on a de l'information plus fine sur les types de postes précis que les uns et les autres occupent. Donc, non, je ne devrais pas encore passer. Donc, face à ces deux constats, d'un côté, une grande convergence sur certains facteurs, mais d'un autre, une différence marquée dans les revenus, les économistes ont dû se poser de nouvelles questions parce que traditionnellement, notre approche pour examiner les différences salariales entre les genres revenait à parler du temps de travail et d'éducation. Et on voit que ça, ce n'est pas si important aujourd'hui comme l'a pu être dans le passé. Donc les économistes ont été forcés de se tourner vers de nouvelles explications et il y a eu des aspects qui sont devenus, qui ont suscité un grand intérêt. D'un côté, il y a la question des normes sociales, des normes des genres. Et on a dû se demander à quel point ces normes peuvent être rationalisées et à quel point ces normes vont avoir des implications pour le fonctionnement du marché du travail. D'un autre côté, on s'est tourné vers des facteurs psychologiques ou psychosociaux
qui vont peut-être nous montrer une différence dans la façon dans laquelle les hommes et les femmes réagissent face aux différentes contraintes dans les marchés du travail. Donc, je voudrais vous donner quelques exemples de ce type de travaux. Les premiers concernent les normes et les revenus relatifs, et en particulier une norme qu'on pourrait appeler la norme des messiers gagne-pain. Donc, l'idée que dans un ménage, c'est l'homme qui doit amener au ménage la partie la plus importante du revenu. Donc, la figure que je vous montre, c'est la distribution des revenus relatifs dans des couples américains. Dans l'axe horizontal, on a la partie du revenu du ménage qui est contribuée par le travail de la femme. Et donc, ça va entre de 0 à 1 et la ligne verticale représente 50%. Donc, si on est à gauche de cette ligne, les femmes amènent moins d'argent que l'homme à la maison. Et si on est à droite, c'est la femme qui contribue la partie la plus importante au revenu ménagère. Ce qui est choquant ici, c'est qu'on n'a pas la distribution continue et décroissante qu'on aurait pu s'attendre. Sinon, qu'on a ces sauts autour de 50% et une forte concentration de couples juste à gauche de 50%. Donc, la question qu'on a pu se poser est à quel point ces distributions viennent des changements comportementaux du côté des couples. Et en particulier, ce qu'on trouve quand on commence à creuser dans les données, c'est que quand une femme commence à gagner plus que son conjoint, elle change son comportement. Elle va réduire le nombre d'heures de travail, elle va parfois arrêter de travailler ou quitter un poste pour partir dans un secteur où les mêmes qualifications amènent à des postes moins rémunérés. On est plus un avocat, on travaille dans les bénévolats. Ce type de comportement. C'est un comportement que les chercheurs ont observé dans plusieurs pays à haut revenu, pas seulement dans les États-Unis. Mais il faut quand même faire attention au contexte dans lequel ces comportements et ces changements de comportement des femmes évoluent. Et il y a des études que je trouve particulièrement percutantes. Une se focalise sur l'Allemagne et regarde des femmes qui étaient adolescentes dans l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi dans l'Allemagne de l'Est, pendant la période de séparation des deux Allemands. Et ce qu'ils trouvent est que ces changements comportementaux sont si fréquents chez les femmes allemandes qui ont grandi dans l'Allemagne de l'Ouest, qu'on trouve ailleurs, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Danemark, etc. Par contre, on ne les observe pas pour des femmes qui, adolescentes, étaient dans les contextes beaucoup plus égalitaires de l'Allemagne de l'Est. L'autre constat que je fais dans mes propres travaux concerne l'arrivée des enfants. Ici, je regarde les données américaines, donc les mêmes données qu'on a dans cette graphique, et on voit que des femmes qui semblaient être confortables dans une situation où elles gagnaient plus que leur conjoint, tout d'un coup changent le comportement quand il y a un enfant qui arrive au ménage. Comme si cette norme sociale, l'identité comme femme, l'identité dans le couple changeait une fois on devenait mère, une fois on avait un enfant à la maison. Et donc, ça suscite beaucoup de questions sur ce qui se passe à l'intérieur de nos ménages pour générer ce type de comportement. Le deuxième exemple que je voudrais évoquer parle de la France et des promotions dans le monde académique, en particulier dans les sciences économiques. Et là, on regarde comment s'est fait les passages des postes de catégorie B, qu'on appelle maître de conférences ou chargé de recherche au CNRS, aux postes plus prestigieux et mieux payés des professeurs ou directeurs de recherche au CNRS. Donc, si on regarde les données brutes, la probabilité de passer à cet poste supérieur est 2 fois plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Ce qui est intéressant avec les données françaises, c'est qu'on peut créer un pool des candidats potentiels à la promotion. Et donc, là, on peut faire une décomposition pour voir s'il y a moins de femmes profs, parce qu'une fois que les femmes candidates
elles ont une probabilité moindre d'être promues, ou si c'est parce que les femmes candidatent moins que les hommes. Et ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une différence une fois on est candidate parce qu'en moyenne, les hommes vont avoir plus de publications que les femmes. Donc ça apparaît dans les données. On ne trouve pas d'évidence de discrimination contre les femmes une fois elles sont candidates, mais la plupart de l'écart est expliqué par l'autosélection. Les femmes ne se portent pas candidates à la promotion dans ces milieux. Et donc, ça nous envoie vers des éléments psychologiques, comportementaux. Pourquoi est-ce qu'on observe ce type de différences? Est-ce que les femmes n'aiment pas la compétition impliquée dans ce type de concours pour la promotion? Est-ce qu'elles anticipent de la discrimination? Est-ce qu'il y a des normes sociales qui les empêchent d'être trop ambitieuses? Et donc, ça me renvoie sur une chose qui commence à avoir de plus en plus d'importance dans ces domaines, au moins en économie, qui est la question de la discrimination implicite. Donc, une discrimination de laquelle on n'est pas conscient, qu'on peut exercer et qu'on peut exercer même contre soi-même. Une femme n'est pas prof. Et donc, si j'ai ces sentiments-là, ça va avoir un impact sur mes décisions. Et là, j'invite surtout notre jeune public à aller voir un site très intéressant sur la discrimination implicite, monté par des économistes, sociologues, psychologues à Harvard. Et vous avez un questionnaire sur la discrimination implicite envers les genres par rapport à différentes ethnies ou religions. Il y a une partie faite en français, très bien faite, avec des noms français, avec des exemples français. Et bon, il faut quand même avoir un peu de courage parce que mon expérience, c'est que les réponses qu'on a ne sont pas toujours agréables à entendre. Donc, un peu d'introspection là. Ces deux exemples que je vous ai donnés m'amènent à mon troisième point, qui est que beaucoup des problèmes qu'on voit dans les marchés du travail pour les femmes viennent peut-être d'un problème de coordination, qu'on peut avoir des mauvais équilibres. Dans les ménages, on se dit, bon, la femme va être moins bien payée que les maris, et donc c'est efficace d'un point de vue des divisions du travail, que ce soit elle qui s'occupe des enfants, des parents âgés, etc. Du point de vue des entreprises, les entreprises vont se dire, bon, j'ai rien contre les femmes, mais comme je sais qu'elles vont être moins présentes parce qu'elles doivent s'occuper des enfants et des parents âgés, je ne vais pas les promouvoir, je ne vais pas les former, je vais me concentrer surtout sur mes employés hommes. Et donc, ça veut dire que les femmes, à la fin, vont être moins rémunérées. Et donc, on se trouve dans un cercle vicieux, dans des anticipations autoréalisatrices, où il n'y a aucune raison pour laquelle on doit avoir cette spécialisation, mais les anticipations côté ménage et côté des filles vont se renforcer et faire de cette situation une situation d'équilibre qui va être difficile à casser. Je voudrais finir en demandant, bon, si tout ça vient des normes sociales, si tout ça vient des anticipations, est-ce qu'on peut les casser de quelque façon? Et donc là, je voudrais vous donner un exemple qui vient d'un pays en voie de développement, de l'Inde, où les discriminations et les inégalités par genre sont, on le sait bien, énormes. Et je voudrais évoquer des études qui se sont focalisées sur quelque chose si simple que l'arrivée de la télévision dans des villages en Inde, donc pas la télévision en général, mais les chaînes privées qui commencent dans les années 90 en Inde. Et on trouve que dans beaucoup de villages, il y a un entrepreneur, comme ce monsieur que vous savez là, qui achète un téléviseur et qui organise des séances pour regarder collectivement dans les villages des séries. Et beaucoup de ces séries, donc elles sont en général faites en Inde, et ils sont une représentation de la femme très différente de ce qu'on peut trouver dans les villages. Ce sont des femmes dans des villes qui sont indépendantes financièrement, qui travaillent, qui sortent de la maison. Et étude après étude montrent que simplement l'exposition à cette vision de la femme peut avoir des impacts très importants. Et je vais conclure avec un témoignage d'un homme marié dans un village en Inde
qui s'est plaigné aux chercheurs. Depuis que la télévision est arrivée dans notre village, les femmes travaillent moins qu'avant. Elles veulent seulement regarder la télévision, donc nous, donc les hommes, devons faire plus de travail. Parfois, j'aime ma femme à nettoyer la maison. Et donc, ça, c'est un témoignage que les normes sociales ne sont pas figées et qu'on peut faire quelque chose pour essayer de les changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cecilia Garcia Penalosa, pour ces rappels de données importantes qui déjà donnent un aperçu de cette situation. Je pense qu'on va pouvoir peut-être rentrer dans certains détails, mais puisque vous parliez de normes sociales, j'imagine qu'il va en être question aussi avec Sophie Pochic, qui est sociologue, parce qu'on voit bien comment l'économie et la sociologie doivent travailler ensemble, ou bien comment des données de ces enquêtes emploi de l'INSEE nécessite d'être affiné pour entrer dans les situations concrètes et comprendre, expliquer ce qui semble inexplicable quand on a des quantités trop importantes. Alors, Sophie Pochic, je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais je sais que vous travaillez aussi justement sur les organisations et sur la manière d'arranger ces relations entre les hommes et les femmes à l'intérieur des organisations et la manière peut-être de contraindre ces normes sociales en repensant l'organisation du travail. Oui, bon, merci beaucoup déjà à Nancy Green pour l'invitation, à Cecilia pour le panorama socio-historique et cet éclaircissement sur la question des inégalités de rémunération. Effectivement, moi, je vais vous parler en tant que sociologue. Je voulais d'ailleurs faire une petite remarque sur la manière dont notre table ronde a été intitulée. Parce que le terme de guerre des sexes, en fait, c'est une formulation certes séduisante, journalistique peut-être, mais ça présuppose un conflit ouvert entre deux catégories de sexe qui peut même aller jusqu'à éventuellement la mort des membres de certaines catégories. C'est une vision qui est un peu biologisante aussi. On aurait les hommes et les femmes séparés séparés de manière drastique. C'est pas une notion académique. Nous, on lui préfère les notions d'inégalité, d'égalité, de rapports sociaux de genre, de domination masculine. Et je voulais signaler qu'il y a certains, d'ailleurs, opposants aux demandes d'égalité portées par les femmes, par les voix les plus respectueuses ou certaines par des voix plus radicales, qui utilisent le terme de guerre de sexe pour décrédibiliser les demandes d'égalité de droit. Et ce terme, et c'est ce que je voudrais aussi souligner, il a tendance un peu à invisibiliser la différence interne au sein de la catégorie des femmes, en sachant que dans les dernières années, certaines voient leur situation s'améliorer, notamment les plus diplômés, les cadres, tandis que d'autres voient leur situation se dégrader, particulièrement en période de récession économique. Donc je voudrais en fait prendre trois axes d'analyse. Tout d'abord, effectivement, essayer d'explorer cette guerre des sexes au sein des organisations et des entreprises, en montrant que l'application du droit n'est pas simple et occasionne des conflits. Dialoguer avec Cecilia sur la question de la guerre des sexes au sein des ménages, en parlant davantage, moi, de travail domestique et parental, la symétrie de cette division du travail qui rejaillit en fait sur tous les parcours professionnels. Et puis, dernier élément qui intéressera peut-être les jeunes auditrices, la question du harcèlement sexuel au travail et en fait les réflexions liées notamment à MeToo, comment la prise en compte du harcèlement sexuel au sein des entreprises, qui est une autre forme de guerre des sexes, qui va vraiment là plutôt sur la question de la sexualité. Donc, tout d'abord, au sein du monde du travail, Cecilia l'a rappelé, il existe différentes formes d'inégalité professionnelle, dont la première, elle l'a rappelé, c'est l'écart de rémunération. L'écart de rémunération, c'est intéressant parce que, en fait, ça synthétise l'ensemble du parcours professionnel d'une personne et ça permet aussi de faire des comparaisons pays par pays. Et on le voit, pour la France, l'écart de rémunération globale brute ne bouge pas depuis 15 ans. Il a juste un peu diminué pour les femmes cadres.
En 10 ans, l'écart de rémunération à temps plein a diminué de 4% pour les femmes cadres, et l'écart de rémunération nette qui prend en compte notamment les temps partiels et aussi les rémunérations variables, bonus et primes, qui sont une nouvelle forme de facteurs de création d'inégalités, sont à prendre en compte. Donc, ça peut paraître surprenant parce que, en fait, en France particulièrement, depuis 1972, il y a tout un ensemble de lois qui vise à réduire l'égalité salariale et professionnelle. Alors, au départ, par l'incitation à négocier au sein des entreprises en 1983, puis l'obligation de négocier en 2001, notamment en matière de rémunération en 2006, sous la menace de sanctions financières en 2012, de non-accès au marché public en 2014, d'obligation de publication de l'index des qualités salariales en 2019. Donc en fait, on se dit, en termes d'arsenal législatif, on a à peu près tout. Comment expliquer alors que ça résiste? Moi, je voudrais souligner des phénomènes collectifs, hein, c'est mon rôle aussi en tant que sociologue. D'une part, parce que les employeurs et les cadres sont convaincus qu'ils rémunèrent de manière neutre par rapport au genre, qu'ils rémunèrent par rapport au mérite, à la performance, à la disponibilité. Et en fait, ils rejettent la source des inégalités à l'extérieur de l'entreprise. Ce seraient des différences de formation, d'orientation, de choix concernant la parentalité. Donc, ils le réduisent très souvent à des questions de choix individuels et pas de responsabilité collective et de l'employeur. D'autre part, parce que les entreprises sont bien conscientes désormais qu'il y a un effet d'image très important de se présenter comme un employeur égalitaire, ouvert aux femmes, mais ils veulent le faire à moindre coût et surtout sans remettre en question les normes, qu'elles soient explicites ou implicites, de gestion différenciée. Donc, par exemple, en France, les entreprises sont obligées de mesurer au niveau de chaque entreprise les écarts de rémunération annuellement. Et donc, entre 2016 et 2019, avec mon équipe, on a réalisé une étude pour le ministère du Travail qui voulait savoir comment était mis en place, comment était appliquée la loi. Et donc, nous avons fait à la fois des analyses d'accords et de plans d'action et des entretiens avec des directions d'entreprises et des organisations syndicales. Et notre étude, qui s'appelle « L'égalité professionnelle est-elle négociable ?», elle est accessible gratuitement sur le site du ministère du Travail. Elle a montré qu'en fait, les employeurs, certes, calculent ces écarts, mais en fait, ils les relativisent. Par exemple, dans les secteurs du numérique, de la banque assurance, ils disent oui, on a un écart moyen au niveau de l'entreprise de 10%, mais quand on compare par rapport au secteur, on est dans la norme de l'inégalité. On n'est pas pire. Ou alors, ils le justifient. Parce que les femmes n'exerceraient pas les mêmes métiers, n'auraient pas les mêmes performances ou les mêmes compétences. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas être tenus comme responsables, parce que s'ils sont responsables, à ce moment-là, ils doivent mettre les moyens. Et notamment dénier une enveloppe de rattrapage salarial pour réparer la discrimination salariale passée. On en a trouvé, certaines entreprises ont négocié des accords qui contiennent des enveloppes de rattrapage. Cependant, c'est situé dans une certaine zone du marché du travail. Ce sont des grandes entreprises lucratives, avec main-d'œuvre qualifiée, relativement syndiquées. En fait, c'est banque, assurance et secteur du numérique. Parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour réduire les inégalités professionnelles, ça ne se fait pas sans coût. Et certains employeurs ont bien compris que pour notamment attirer la jeune génération de diplômés, femmes et hommes, parce que les jeunes hommes sont aussi soucieux désormais de l'égalité, il valait mieux investir pour se montrer attractif et aussi pour fidéliser et retenir des femmes qualifiées. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que donc il y a une loi récente qui oblige les entreprises non pas simplement à mesurer et négocier, mais à rendre public cet index, l'index d'égalité salariale.
cette obligation à la transparence, ça n'est pas une idée spécifique à la France. En fait, c'est la Commission européenne qui oblige tous les pays à aller vers cette transparence, parce qu'en fait, si on ne connaît pas exactement l'écart, là, il y a un effet d'ignorance, et notamment, vous l'avez évoqué, si les femmes ne connaissent pas la situation, elles ne vont pas obligatoirement se mobiliser et demander une augmentation ou à toucher exactement la même rémunération que leurs collègues. Donc, cet index, ça fait la une des journaux, parce que désormais c'est rendu public. Alors, ce n'est pas un effet magique, dans le sens où c'est un index composite qui est composé de plusieurs indicateurs, qui n'est pas obligatoirement simple à interpréter, parce que votre entreprise, on va dire, l'entreprise est à 89 sur 100. Il faut être à plus de 70 sur 100 pour être considéré comme respectant le principe d'égalité. Il a quand même eu l'avantage de montrer que les entreprises, en grande majorité, ne respectaient pas le Code du travail. Par exemple, le Code du travail, on ne le sait pas toujours, pour éviter la pénalité par rapport à la grossesse. La grossesse est considérée comme une période d'activité, et une femme au retour de grossesse, de période de congé maternité, doit toucher la même augmentation moyenne que ses collègues pour donc lisser l'effet d'absence qui, au fur et à mesure des maternités, a un effet important sur l'écart de rémunération. Donc les entreprises ont découvert qu'elle n'était pas vertueuse, parce que jusque-là, il y avait souvent l'idée que si elle avait été absente, elle n'était pas aussi performante que les collègues qui avaient été présents, et donc il fallait plutôt récompenser ceux qui étaient présents de manière continue. Ça créait donc une discrimination indirecte, collective, sur toutes les mères. Et ça, c'est notamment la jurisprudence européenne qui a permis de faire avancer le Code du travail là-dedans. Ça a aussi permis de rappeler le lien entre écart de rémunération et promotion, dans le sens où c'est parce que les femmes ne sont pas promues de la même manière à compétences égales, et surtout qu'elles sont absentes des très hauts salaires, qu'il y a un écart global important. Cependant, cet index, c'est une avancée, mais ça n'oblige pas à agir ni à négocier. Et le seuil en plus de 70% est très clément avec les grandes entreprises. Surtout, un dernier élément important, c'est que cet index laisse dans l'ombre de nombreux facteurs qui fabriquent l'écart global de rémunération, notamment la valeur sociale des métiers et le temps partiel. Ça n'en fait pas partie. Et désormais, vous le savez, dans les entreprises, ce qui n'est pas mesuré est invisible et donc ne fait plus l'objet d'action. Parce qu'en bas de l'échelle du marché du travail, en fait, le genre de l'emploi est toujours très marqué. C'est-à-dire que du côté des diplômés, vous avez de plus en plus une mixité des métiers. Les cadres, désormais, 40% des cadres d'entreprise sont des femmes. Quand vous descendez dans les métiers peu qualifiés, en fait, vous avez ce qu'on appelle une ségrégation horizontale. Il y a vraiment des métiers de femmes et des métiers d'hommes, parce qu'il y a une orientation scolaire très marquée par le genre, notamment dans les filières techniques et professionnelles courtes. Donc, on a parfois une image du marché du travail un peu déformée. On a l'impression que grâce au succès scolaire, les femmes seraient en grande majorité des cadres. Or, une femme sur deux est encore employée, plutôt des métiers en bas de la hiérarchie. Et la concentration des femmes peu qualifiées dans des métiers de femmes, ça diminue peu, en fait. La mixité en haut évolue fort, tandis que la ségrégation en bas évolue très peu. Et ce sont les métiers féminisés de service à la personne qui ont même cru en effectif le plus vite. Aide à domicile, aide-soignante, assistante maternelle, femme de ménage, employée de maison. Or là, il y a des normes sociales de genre. Ce n'est pas des normes sociales que l'on peut faire modifier par un travail sur les représentations individuelles des femmes, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Ce sont vraiment des normes qui ont construit ces métiers comme étant
l'extension du rôle domestique des femmes et qui sont en fait chargées, un peu forcées de travailler l'ensemble du travail de care, de soins. Ce sont des métiers qui sont ouverts aux minorités ethniques et migrantes et en fait qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur et surtout à leur utilité sociale. L'épidémie de Covid a d'ailleurs permis de mettre en visibilité ces travailleuses invisibles. On parlait des premiers de cordée, là on a vu les dernières de corvée. On a vu qu'elles étaient majoritairement des femmes. Leur métier n'était pas télétravaillable et leur métier était indispensable à la survie d'une société. Vendeuses dans la grande distribution sont de très bas salaires, pourtant c'est essentiel pour la survie d'une société. Pareil, aide-soignante dans les maisons de retraite. Or, du côté de ces métiers peu qualifiés, en fait, on a très peu d'évolution de leur rémunération. Dans ces secteurs, nous, on a fait une étude des accords égalité. Les accords égalité sont très vides. Il n'y a quasiment jamais d'enveloppe de rattrapage salarial. Et en plus, la précarité de l'emploi dans ces métiers s'est accentuée depuis 10 ans. Elle s'en sert souvent par la voie des CDD longs. Et quand on est coincé dans des CDD où, en fait, on a peu d'augmentation salariale, on a des carrières plates, souvent dans ces métiers. Il n'y a pas de promotion, très peu. Et elles sont souvent à temps partiel, mais ce n'est pas du temps partiel choisi par arbitrage concernant les responsabilités familiales, c'est du temps partiel imposé à l'embauche. Et un temps partiel imposé à l'embauche, alors ça peut donner pour les femmes de ménage qu'elles sont en fait dans des multi-emplois. Pour les auxiliaires de vie, c'est pareil. Et donc, ça se traduit par des salaires partiels. Et le fait qu'elles soient cantonnées dans des bas salaires, évidemment, ça a des répercussions, notamment sur leur carrière salariale et leur retraite. Le débat sur la réforme des retraites en France a permis notamment de souligner que les petites retraites étaient les retraites des femmes et que le fait de prendre désormais notamment 25 ans de la carrière, de ne pas bien compenser les temps partiels imposés, la précarité, ça allait rendre très difficile l'augmentation des retraites des femmes. Il y avait même une coalition des syndicats et des associations de femmes pour critiquer au nom de l'égalité, la réforme des retraites qui s'appelait « Retraite, les grandes gagnantes ». Et vous avez sur le site de cette coalition beaucoup d'informations pour avoir un regard critique là-dessus. Si j'ai donc le temps de développer le point sur la question donc, de la guerre des sexes au sein du ménage, on va donc, c'est un autre regard par rapport à Cécilia. C'est vrai que au sein des couples, notamment du côté des jeunes générations, les jeunes pères ont vraiment l'impression d'avoir complètement changé leur pratique par rapport à leur propre père. Et cependant, les enquêtes emploi du temps montrent que les représentations et les aspirations changent moins que les pratiques, notamment sur l'investissement du père. Alors, les enquêtes d'emploi du temps de l'INSEE permettent de vraiment regarder de près qui fait quoi et de distinguer les différents types de tâches dans le travail domestique, les différents types de tâches dans le travail parental, même le bricolage, le jardinage, etc. Ça permet de montrer que oui, il y a une évolution, mais notamment du côté du travail domestique, des femmes, en fait, elles ont réduit le temps qu'elles passaient à la cuisine et au ménage, notamment parce qu'elles externalisent, du côté notamment des femmes qualifiées, beaucoup ce travail domestique. Et certes, les hommes participent davantage, un peu plus en cuisine notamment, mais toujours dans une participation d'appoint. Par exemple, en temps moyen, en 2010, les femmes, par jour, consacrent 70 minutes à faire la cuisine, compte 24 minutes en moyenne pour les femmes. Le ménage, 51 minutes pour les femmes, compte 15 minutes pour les hommes. Soins des enfants, 46 minutes pour les femmes en 2010, compte 16 minutes pour les hommes. Donc,
Et c'est surtout quand, donc on peut se dire comment expliquer cette si forte asymétrie du travail domestique. Si on regarde encore plus finement, on voit qu'ils ne réalisent pas les mêmes tâches, notamment dans le travail parental. Les femmes, elles vont s'occuper des choses très répétitives, les soins aux enfants, l'habillement, les devoirs la semaine, le soir. Et en fait, les hommes vont plutôt s'occuper des transports, notamment emmener les enfants à l'école le matin, et vont s'investir plutôt autour des jeux, et notamment s'investir dans les activités extrascolaires le week-end. Donc, certes, la participation des hommes augmente dans les nouvelles générations, mais chute drastiquement à l'arrivée du 3e enfant. Donc, quand on regarde les évolutions salariales, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent du Moser penalty, le fait que le salaire des femmes en couple avec enfants est moindre que les célibataires du même âge, de même compétence. Mais on parle beaucoup moins rarement du daddy bonus, c'est-à-dire que les hommes ayant un enfant, leur salaire est plus élevé que les célibataires sans enfant du même âge, et surtout les pères gagnent. Plus ils ont d'enfants, plus leur salaire, et c'est vraiment statistiquement significatif. Donc la paternité, enfin, si on dit la parentalité a un effet sur la carrière et la rémunération, souvent on le regarde du côté des femmes. Parfois, les femmes qualifiées arrivent à le neutraliser, mais c'est surtout pour les pères que ça a un effet. C'est un effet positif. Donc, comment expliquer que, notamment à partir du 3e enfant, il y a un effet si net sur les parcours des professionnels des femmes, tout simplement parce que l'ampleur du travail domestique et parental à réaliser est très important. On dit toujours, avoir 2 enfants et 3 enfants, c'est pas la même chose, parce qu'il y a aussi des questions de cycle d'âge. On se retrouve à gérer 3 écoles, 3 types d'activités extrascolaires, la petite enfance et l'adolescence en même temps. Bref, et par des petits arrangements au sein des couples, les femmes vont être amenées à faire des choix qui sont mauvais pour leur propre carrière, mais bénéfiques pour l'atmosphère familiale et l'équilibre familial. Elles vont prendre un temps partiel, elles vont surtout, puisque la carrière, notamment la carrière des cadres, dépend de la mobilité géographique, elles vont accepter de déménager en famille pour la carrière du père. A fortiori pour les cadres supérieurs, on va accepter l'aventure de l'expatriation en famille parce que c'est bien pour l'apprentissage linguistique et l'ouverture culturelle des enfants, et on va se retrouver pendant 3 ans sans aucune activité alors qu'on était cadre. Et ces petits arrangements faits au nom de plein de raisons, de la carrière du conjoint, parce qu'en plus avec les inégalités salariales, c'est à lui qu'on propose plus facilement cette promotion d'abord, ça va avoir des effets irréversibles sur le parcours des mères. Et donc cette asymétrie du travail parental, elle avait commencé déjà à être un peu mise en lumière dans les débats. Les internautes s'étaient beaucoup saisis de la notion de charge mentale, qui est une notion sociologique remise en lumière par la dessinatrice Emma, parce que parfois, dans certaines générations, il y avait une impression de brouillage. On a l'impression qu'on partage équitablement, mais finalement, les femmes se retrouvent beaucoup plus fatiguées avec un sentiment de burn-out parental. Et la crise du Covid a joué là encore un effet de révélateur, dans le sens où il y a vraiment une asymétrie, la division du travail domestique et parental. Elle est souvent camouflée par, en fait, la scolarité, la garde des enfants, etc. Et en fait, notamment les cadres qui se sont retrouvés en télétravail imposé, on a vu une asymétrie très très forte entre les pratiques de télétravail des hommes et des femmes cadres. Les hommes cadres ont réussi à préserver leurs horaires de travail parce que les hommes arrivent aussi plus facilement à une forme d'égoïsme familial en disant « là, je m'occupe de moi et je ferme la porte ». Les mères cadres ont beaucoup plus de mal à faire ça. Et au nom de l'attention aux enfants, elles ont été complètement inspirées par l'explosion de faire les courses, repas et midi, garder les jeunes enfants, faire écho à plusieurs enfants. Et surtout, il n'y avait plus de nounou, plus de babysitter,
plus de grands-parents, qui sont toutes ces personnes auprès desquelles les femmes, notamment qualifiées, externalisent le travail. Ça a eu un effet visible, par exemple, du côté des femmes expertes. Et là, je finis. Les femmes expertes ont disparu des écrans radars des médias, alors que les hommes experts ont réussi à aller se balader sur tous les plateaux médias, parce qu'ils avaient réussi à négocier leur présence très importante dans la sphère publique et médiatique. Il y a un rapport de Céline Calvet qui a d'ailleurs souligné ça. Et de la même manière, sur les scientifiques, les femmes scientifiques ont tout d'un coup brutalement arrêté de proposer des articles aux revues scientifiques, tandis que le rythme de publication, en tout cas de proposition d'articles des hommes, n'a pas diminué. Donc il y a un vrai enjeu. Là, c'est une question d'arbitrage individuel. Là, il y a un débat actuellement sur est-ce que si on prolongeait légalement le congé paternité, on réussirait à changer par la prise en charge de des premières semaines cette situation. Personnellement, en tant que sociologue, j'en doute, dans le sens où les normes de gestion des carrières ne changeront pas parce que les hommes sont absents quelques semaines, parce que c'est des normes de gestion sur l'ensemble de la carrière. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé de vous interrompre, mais le temps passe. Il reste à peine 10 minutes pour les questions. Et d'ailleurs, il y a une question qui m'a été transmise qui concerne cette réforme du congé paternité ou maternité et des conséquences possibles. Mais peut-être, Nancy, tu veux ajouter un mot ? Oui, non, je voulais juste remercier à la fois Cécilia et Sophie de faire partie de cette table ronde, hémicycle, et de excuser encore une fois Romain Heuret, et juste d'ajouter ce qu'il aurait pu apporter donc en tant qu'historien, d'une part, américaniste d'autre part, bien qu'il ait été aussi question des États-Unis, mais aussi il travaille actuellement sur les célibataires. Et donc la question, c'est vrai, quand on pense souvent des questions économiques au sein des couples et au sein des familles, qui sont des questions extrêmement importantes et qu'on a vu donc avec les deux exposés précédentes, il y a aussi la question de célibataires et des différenciations entre célibataires et personnes mariées, mais aussi entre célibataires, hommes et femmes, comment ils sont aussi traités sur le marché du travail. Et ceci aux États-Unis depuis longtemps, et ils ne travaillent pas seulement sur le marché du travail, mais c'est aussi un sujet, une catégorie intéressante. Pour ma part, je travaille sur les migrations. On pense souvent en termes d'économie familiale et donc les répartitions des tâches à l'intérieur de la famille, mais il est bien évident qu'il y a aussi des migrations des personnes seules et pas seulement dans un cadre familial. Donc de traiter et de penser les hommes et les femmes aussi en tant que célibataires, c'est une autre catégorie pour ce type d'études. Donc c'est juste que je voulais essayer de remplacer Romain, c'est tout. Et peut-être tu peux dire, alors il y a une question aussi qui reprend la remarque faite d'entrée par Sophie Peuchic sur le mot de guerre, qui dit pourquoi parler de guerre des sexes. Donc évidemment, la réponse c'est s'inscrire dans la thématique générale du printemps de l'économie, guerre et paix. Oui, voilà, le thème était guerre et paix. J'aurais pu peut-être proposer la paix entre les sexes. Est-ce que c'est une question économique? Ça aurait été une autre façon de... La paix des ménages passe-t-elle par davantage d'égalité, qui est une manière de formuler la question autrement. Mais Sophie a tout à fait raison de dire que c'est une phrase qui attire du monde mais, dans sa formulation, mais qui a beaucoup de problèmes en fait de le formuler. Alors, ainsi. Il y a une question qui est posée aussi par un étudiant ou une étudiante, élève, sur que dire aux gens qui nient en fait les inégalités salariales, par exemple, dont vous avez rappelé l'une et l'autre qu'elles ne bougeaient pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est faramineux parce qu'évidemment, c'est pas spectaculaire médiatiquement, et il y a une forme d'usure de ces chiffres mais c'est incroyable de se dire que, parce qu'on a l'impression inverse, on a l'impression que des efforts sont faits, que le droit a évolué, etc. Et néanmoins, ces chiffres ne bougent pas. Et pire, il se trouve que dans le journal dont je m'occupe, on a publié assez récemment un texte d'un économiste, Nicolas Frémaux, qui montre qu'au-delà des questions de salaire, sur les questions de patrimoine, aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus pénalisées que les hommes. C'est-à-dire que là où on tend à une forme d'égalité salariale, qui n'est pas encore le cas, mais en revanche, sur les patrimoines, c'est l'évolution inverse. Ça se creuse considérablement au détriment des femmes.
Sophie Pochy. Oui, en tout cas, sur cette question de l'inégalité dans le patrimoine, j'incite tous les auditrices et auditeurs à lire l'ouvrage Le genre du capital qui vient de paraître et qui explore tous ces mécanismes par Céline Bessières et Sybille Golac et tous les mécanismes qui permettent d'expliquer cette inégalité effectivement jusque-là qui était très peu visible, ces inégalités de patrimoine. Ces auteurs avaient aussi travaillé sur une autre dimension, une autre version de la guerre des sexes qui, là, peut devenir vraiment ouverte. C'est au moment de la séparation des couples, dans un ouvrage qui s'appelait « Au tribunal des couples », où elle montrait que la majorité des mères ont la garde principale, mais que la question de la prise en charge des frais, des pensions alimentaires est très importante, avec beaucoup de pères qui ne veulent pas payer les pensions alimentaires, et ça participe aussi de l'appauvrissement des mères. Donc il y avait donc cette question, c'était sur le congé de paternité. J'ai été peut-être un peu rapide, donc certes, l'augmentation du temps de congé paternité, déjà, elle est attendue du côté des jeunes générations qui souhaitent être des pères plus présents, et donc que les entreprises leur en donnent la possibilité, et évidemment ne les discriminent pas au retour de cette absence. Certains font le pari, et certaines, elles plaident d'ailleurs pour cela, en disant que ça aura un effet indirect sur les représentations des employeurs, des recruteurs, dans le sens où les hommes, désormais, eux aussi seront absents pour question de parentalité, et donc que ça pourrait diminuer la discrimination à la grossesse. Ça sera le cas si les hommes participaient ensuite de manière égalitaire au travail domestique et parental, et je ne suis pas sûre qu'il va y avoir un effet drastique. C'est pas parce que vous avez eu du temps pour vous occuper de votre bébé qu'aussitôt après vous diminuez, par exemple, vous partez plus tôt et choisissez des horaires de travail plus respectueux des horaires scolaires, par exemple. Alors, vous avez montré comment la crise que nous traversons de la pandémie permet de mettre en lumière un certain nombre des phénomènes qui n'ont pas attendu cette pandémie pour exister, mais qui d'un coup sont révélés. On pourrait faire la même analyse avec la crise des Gilets jaunes, et d'ailleurs des sociologues ont travaillé sur le rôle important des femmes dans ces mobilisations sur les ronds-points. Je pense au travail d'Anne Lambert et ses collègues. Ce qui me fait penser aussi d'ailleurs, puisque vous preniez l'exemple de ces femmes qui se retrouvent expatriées, coincées à l'étranger, devant abandonner leur travail. En fait, c'est un phénomène qui ne concerne pas simplement les cadres supérieurs appelés à s'exiler, qui concerne aussi les femmes qui appartiennent à des ménages qui décident d'acheter une maison dans un lotissement dans lequel elles se retrouvent dans une sorte de prison dorée, à la fois en termes d'échéance de remboursement de crédit, mais aussi du fait de mode de transport qui fait que ces foyers n'ayant qu'une voiture, cette voiture profite à l'homme, et elles se retrouvent littéralement coincées dans ces territoires qui ont été les premiers à se mobiliser dans ce phénomène des Gilets jaunes. Donc là, on le voit bien à chaque crise, en fait, à travers chaque crise, on peut voir de façon plus aiguë peut-être, et peut-être les rendre spectaculaires. Ça me permet de faire écho à une question qui est aussi comment prendre conscience et que répondre aux gens qui disent que ça n'existe pas, comment leur opposer cette réalité. On a l'impression qu'il faut 100 fois remettre sur le métier ce travail. Cécilia. Donc, je vais commencer par être en désaccord avec vous. Ce n'est pas toutes les crises qui ont été mauvaises pour les femmes. Et Nancy, comme historien, peut me soutenir. Les deux guerres mondiales ont permis des sauts énormes pour les femmes. La première, du point de vue politique, les votes est en grande partie, dans beaucoup de pays, une conséquence de la Première Guerre mondiale. La deuxième, du point de vue du travail. Les femmes sont rentrées dans les usines pour la première fois pour faire des choses que jusqu'à ce jour-là, seulement les femmes faisaient. Donc, il y a France, il faudra attendre 2 guerres mondiales quand même. Et parfois après, elles étaient licenciées, mais enfin... Oui, mais ça crée... Donc, il y a eu un retour, mais il y a eu une conscience qui disait les femmes peuvent faire ça.
Donc là, ce n'est pas toutes les crises. Cette crise semble être particulièrement dure pour les femmes et on parle maintenant d'une pink recession, une récession rose. Par rapport à votre autre question, il faut interpréter les données. Donc, c'est vrai. Aujourd'hui, dans beaucoup de situations d'emploi, si on a des données suffisamment bonnes, suffisamment fins, on voit qu'il n'y a pas de différence entre l'écart des hommes et des femmes qui ont la même expérience, dans notre monde, les mêmes types de publications, dans le monde de l'entreprise, les mêmes parcours internationaux. Et donc, quand on compare des expériences très, très proches, on ne voit pas une différence directe. On voit rarement une différence directe dans la rémunération. Mais des questions se posent encore. Même si ça c'est vrai, pourquoi est-ce que les femmes ont des parcours différents, c'est des hommes? Pourquoi est-ce qu'elles sont parties moins à l'étranger pour apprendre? Et donc, est-ce que ça c'est vraiment un choix ou est-ce que c'est un choix contraint par des modes sociaux de fonctionnement? Et d'un autre côté, il y a la différence entre métiers. Donc, Sophie a parlé de ça. Oui, si on est sage-femme, on est payé de la même façon en étant homme que femme, mais il y a beaucoup de métiers faits par des hommes avec le même nombre d'années d'études, les mêmes contraintes sur le temps que les sages-femmes qui sont mieux rémunérées. Et donc là, il y a une égalité entre métiers. Et là, je voudrais soulever un point pour faire vraiment souligner l'importance de cet aspect, parce que ça, c'est quelque chose qui fait du mal aux femmes, mais qui fait du mal aux hommes aussi. Donc, avant cette récession, dans toute la période de récupération après la crise de 2008, aux États-Unis, on a vu un phénomène très important qui était les problèmes d'identité des hommes peu qualifiés. On avait un marché de travail pour les individus peu qualifiés, où il y avait beaucoup de demandes, mais c'était des demandes des métiers féminins. C'était les soins à la personne, c'était les sociales, l'éducation, et pas les métiers industriels qui étaient typiquement les métiers d'hommes. Et donc, les hommes, en perpétuant cette vision des métiers féminisés, se sont empêchés de trouver des emplois pour lesquels ils s'étaient qualifiés, mais qui n'étaient pas des jobs d'hommes. Donc, par rapport à la question qui était comment convaincre quelqu'un qui dénie l'existence des inégalités. Bon, les statistiques sont toujours utiles parce qu'il devient alors difficile de ne pas au moins reconnaître les écarts, même si après, évidemment, va y avoir des interprétations différentes. Certains qui vont renvoyer ça du côté des choix individuels ou d'autres qui vont voir la dimension collective. Les statistiques que je vous ai citées sur le travail domestique et parental sont très utiles. Parce que là, c'est souvent là qu'on a l'impression que les choses ont beaucoup évolué. Ça permet de rappeler que non, ça évolue peu, et surtout que les hommes sont dans une participation d'appoint et que tout d'un coup, les pères de 3 enfants disparaissent. Et que la charge n'est pas que mentale. Et que la charge n'est pas que mentale, c'était justement un des... la charge mentale, elle avait été créée au départ par une sociologue pour parler des difficultés de la double journée des ouvrières, mais ensuite elle est partie du côté de la version psychologisante. Ça, c'est parfois un petit peu problème quand les notions circulent. Sur la question de la valeur sociale des métiers, je voudrais compléter ce qu'a dit Cécilia, parce qu'en fait, effectivement, le problème, ce sont des métiers donc occupés en majorité par des femmes et qui sont en fait sous-valorisés par rapport aux responsabilités, aux compétences, à l'utilité sociale. Et donc, il y a normalement un principe juridique qui dit que ce n'est pas que de l'égalité à travail identique, ça doit être de l'égalité salariale à travail de valeur égale, de valeur comparable. Et donc, se sont saisis de ce principe juridique dans beaucoup de pays, soit par la voie de procès, soit par la voie de mobilisation syndicale, des exercices de comparaison de la valeur des métiers, en comparant par exemple aide-soignante et brancardier, cantinière à l'école et jardinier,
pour montrer qu'elles avaient exactement les mêmes responsabilités, la même utilité sociale, etc., mais qu'elles même à peu près le même profil de qualification, mais qu'elles étaient payées beaucoup moins, notamment concernant des primes. Une des raisons, notamment, c'est que ces métiers étaient beaucoup moins syndiqués aussi, et donc les métiers masculins, historiquement, il y avait eu une bataille qui leur avait permis de gagner, pour les métiers populaires, des salaires décents. Et donc, aux États-Unis, en Angleterre, c'est passé par des procès soutenus par les organisations syndicales sur la revalorisation des métiers féminisés. Dans les pays nordiques, c'est vraiment passé par de la négociation collective apaisée. Et en France, ça bloque. Merci, je suis désolé, je suis une nouvelle fois obligé de vous interrompre, mais voilà, c'est la règle du jeu parce qu'il y a encore beaucoup de sessions à venir dans ce printemps de l'économie. Merci Sophie Pochyk, merci Cecilia Garcia Penalosa et merci Nancy Green pour cette idée et cette intervention. Voilà, puis on excuse à nouveau Romain Huret. Bonne journée à toutes et à tous.